le choix des mots, il est primordial aussi dans l'atmosphère et dans les émotions qu'on veut véhiculer. Bonjour les filles, comment ça va? Salut! Salut! Ça va? Et toi? Ça va tranquille et toi? Bah ça va très bien, c'est très étrange de faire un épisode à trois parce que on Oui, dirait un petit train, mais j'adore. C'est parfait. exactement. On ne sait pas quand il faut parler, mais c'est super. Ça va le faire, ça va le faire. Alors du coup, pour les auditeurs et les auditrices qui ne vous connaîtraient pas, qui êtes-vous? Je vous laisse commencer, Le décidez-vous. mystère est total. Qui Vas-y, Emma. commence? Je commence. Donc moi, c'est Emma, fondatrice de Acribologue du web. Je suis rédactrice SEO depuis maintenant décembre 2020. Donc ça fait 3 ans et demi, presque, quasiment. Et avec Chloé, on a créé le podcast Texte entre amis depuis décembre 2022, je crois. C'est ça Excellent fait déjà plus podcast. d'un an. Absolument. Merci. Voilà. Je pense que c'est une présentation très rapide, mais ça représente bien ce que je fais. Sachant que acribologue, je le répète, mais j'ai l'impression d'expliquer toujours, mais en fait, c'est vrai que c'est un mot qu'on n'entend plus du tout. Ça veut dire qui choisit avec une extrême précision ses mots. Et je trouvais que ça correspondait bien à ce que je faisais avec les mots, etc. Quand j'écrivais, c'était un peu mon côté chipoteuse des mots et pour le SEO, je trouve que ça collait bien aussi. Voilà. C'est un nom qui est d'ailleurs excellent, je trouve. Merci. Trop cool. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. C'est à mon Mesdames et tour messieurs, bienvenue de aux me 20h de présenter. TF1. Ici Catherine Laborde. Ça va commencer. Non, alors moi c'est Chloé Kieffer, vous me connaissez peut-être ou pas du tout sous les noms de Édition Chloé et je suis ravie d'être ici aujourd'hui aux 20h de TF1. Non, je rigole, sur Chromatica, le super podcast de Mado. Donc je suis Édition Chloé, Chloé Kieffer qui est rédactrice marketing ou copywriter si vous aimez les anglicismes et vous la pétez également. J'écris pour les marques qui veulent vendre avec de la personnalité et des textes pas chiants. Et je suis la co-hôtesse du coup de Emma sur le podcast Texte entre amis, sur lequel nous parlons freelancing, entrepreneuriat, rédaction, SEO. Voilà pour moi. Eh ben, c'est des petites présentations qui sont, somme toute, très intéressantes. Et je pense Merci. quand même qu'une bonne partie des gens qui écoutent Chromatica vous connaissent, à mon avis, déjà, puisque je crois qu'on a, dans tous les cas, des clientes en commun. En commun, certes. Voilà. Oui. Et donc, du coup, moi, je vous ai invité sur Chromatica parce que, alors déjà, j'aime beaucoup vos deux personnalités, ce que vous faites, ainsi que ce merveilleux podcast Texte entre amis, où vous ne mâchez pas vos mots. Et moi, j'aime beaucoup ça. On Il me semble glousse que c'est pendant quelque chose qu'on 45 a en minutes. commun. Absolument, absolument. Moi, je me suis un petit peu calmée. Je me suis dit que j'étais un peu trop Sage. vieille maintenant pour donner mon avis. Hein, on parlait de gériatrie juste avant. On est en plein dedans. Mais il fut une époque où, effectivement, je donnais beaucoup mon avis et on m'a décrié pour cela. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle du coup donc de branding et plus particulièrement des mots, puisque c'est votre métier à toutes les deux, sur différentes facettes, mais c'est quand même votre métier. Et les mots, ça fait partie du branding d'une marque. Quand on monte une marque, quand on est présent sur Internet. Et du coup, j'ai quelques petites questions pour vous, dont la première, qui est: quel rôle joue la rédaction dans la construction d'une marque forte? Comment les mots peuvent-ils véhiculer l'identité et les valeurs d'une entreprise? Moi, je m'occupe de la partie graphique, vous vous occupez des mots. Comment on agence tout ça? Ah ah! Vaste question. Vas-y, Emma, je te laisse la parole. C'est moi qui commence encore. Vas-y, c'est toi qui commence encore. Pour le côté valeur, etc., je trouve que le mot est, enfin, choisir les bons mots, c'est hyper important parce que quand on choisit des mots qui sont peut-être un peu vagues ou un peu galvaudés, etc., ça peut tomber complètement à côté de la plaque en termes d'image de marque. Ça peut tomber dans du greenwashing, du feminist washing, tous les washing qu'on adore, pas du tout. Du coup, je trouve qu'il y a vraiment une importance, juste vraiment du côté engagement et valeur, à choisir les mots avec le plus de précision possible pour
parler de ses convictions, pour dire ce qu'on fait, etc. Ça a un côté forcément image de qualité, on sait ce qu'on fait, ainsi de suite, mais ça a aussi un côté amener de la confiance parce que on va pas utiliser le mot par exemple éco-responsable à tout va quand on s'appelle Volvic par exemple et qu'on fait des bouteilles en plastique. True story. Mais voilà, ça c'est vraiment pour le côté valeur et je pense que le choix des mots il est primordial aussi dans l'atmosphère et dans les émotions qu'on veut véhiculer. Par exemple, si je reviens sur le fameux authentique dont tu parlais en off, si on placarde partout ce mot-là mais qu'on parle jamais de, je sais pas moi, ces émotions, là je parle vraiment du freelancing et pas forcément des grosses marques, mais si on parle pas de ces émotions ou qu'on se cache derrière des mots qui sont tout le temps utilisés, et on pourra vraiment se poser la question de l'authenticité et il y aura une vraie différence entre ce qu'on met en avant et comment on l'incarne dans les mots. Voilà, c'est mon petit laïus. Choisissez les bons mots pour parler de vos valeurs, c'est hyper important. C'est clair. Moi, je suis d'accord avec toi, évidemment, surtout sur le côté atmosphère, émotion et tout. C'est un truc que je trouve hyper important dans les mots. Tu vois, quand tu arrives sur le site de quelqu'un, faut qu'il y ait les bons mots en rapport avec le bon truc. Enfin, je veux dire, si ta personnalité, elle est hyper introvertie, calme et tout, tu vas pas mettre les mêmes mots que si tu as une personnalité plus haute en couleur ou t'es grande gueule ou quoi. Enfin, ça, niveau personal branding, je trouve ça hyper important. Mais aussi, globalement, pour les marques, en fait, t'as pas les mêmes mots si ton positionnement, il est tel ou tel. Ou même si ta cible, je le dis souvent dans le podcast, mais si ta cible, elle est CSP+, t'es une marque de luxe ou quoi, tu vas pas parler de la même manière que si ta cible, elle est, enfin, si tu vends tes produits à Carrefour, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand Clairement. même pas. Non, mais c'est vrai, en plus. Enfin, Mm. sans mépris de classe ou quoi, c'est vrai, c'est juste du marketing et c'est comme ça que ça marche, quoi. Donc, il y a ce côté, voilà, discours de vente aussi, qui est pas le même. Au-delà de la personnalité, des émotions, de tout ça, le discours de vente doit être adapté à la cible et donc les mots doivent être choisis de manière assez précise, quoi. Voilà ma pierre à l'édifice. C'est exactement ce que je voulais entendre et ce que j'aimerais que les gens entendent quand ils développent non mais enfin vraiment quand j'entends des gens ou quand il y a des gens qui viennent me voir en me disant qu'ils veulent développer une stratégie globale, moi je dis toujours qu'il faut pas faire que le graphisme, il faut penser à plein d'autres choses, que ce soit la photo, les mots, etc., pour que ce soit vraiment complet et que le message soit bien délivré, parce qu'encore une fois là je parle de graphisme en particulier, mais si c'est juste une belle identité visuelle et que le reste c'est vide, c'est juste un Kinder Surprise sans jouet. Ouais, Ça je suis sert à d'accord. rien. Ouais, Ça sert à totalement. rien et c'est finalement c'est crier dans le vide. Donc voilà. Et du coup, est-ce que vous avez des exemples de marques dont certaines personnes peut-être pourraient s'inspirer, qui excellent dans leur contenu écrit, dans leur manière de s'adresser à leur audience? Tu me poses une colle là. Moi, j'ai en tête Apivore. C'était Anaïs, tu vois ce que je veux dire, qui en a parlé dans une de ses newsletters. Et je suis hyper d'accord parce que c'est une marque que j'utilise pas au quotidien, mais c'est des produits végétaux de substituts de viande, genre des saucisses végétales, etc. Même si on n'a plus le droit d'utiliser ce mot-là maintenant. Et en Oui, fait, oui, c'est vrai. justement, le choix des mots sur ce coup-là, il est hyper intéressant à décortiquer. Mais en fait, je trouvais que ça intéressant avec le décret qui était passé comme quoi on pouvait plus parler de steaks végétaux, plus parler Ouais. de steak haché, de viande, etc. parce qu'il y avait erreur, que les consommateurs et consommatrices pouvaient faire erreur sur la marchandise comme si on savait pas. Enfin, vraiment, c'est prendre les gens pour des cons. Mais du coup, eux, je trouve qu'ils sont bons dans ce qu'ils font parce que ils ont une communication très proche avec beaucoup de d'empathie et beaucoup d'humour aussi. Et moi, les choses qui ont beaucoup d'humour, ça me parle plus que Mm. les choses qui sont très sérieuses. Du coup, voilà, si les gens veulent aller voir, je trouve que c'est pas mal. Comment ils empoignent les sujets actuels et surtout que c'est des questions assez engagées sur l'écologie, etc. Et comment ils peuvent convertir les gens qui sont pas forcément cette cible-là Mm. et avec quels mots ils le font. Je trouve que c'est bien pensé. Mais Apivore, c'est pas la vie, c'est une marque différente. Non, la vie, c'est que des produits genre bacon, etc. Je crois. Mm. À moins que je me trompe. Mais non, Apivore, avant c'était les nouveaux fermiers. Ah, ok. Je sais pas La si ça vie, te c'est parle. des produits c'est de la fausse viande, on va dire. C'est ça? Ouais. Ouais, Oui, aussi, ouais. ok. Mais on confond les deux, hein, parce qu'ils ont une image de marque qui est Ouais. relativement similaire.
C'est ça que j'allais dire. Mais par contre, au niveau tonalité, ils sont pas tout à fait pareils, je trouve. Parce que la vie, ils sont vraiment dans la provoque et tout. Et je trouve ça Ouais. intéressant, ça aussi. Parce que tu vois, les affiches dans le métro, genre, les gens, ils sont choqués à vie. Enfin, parce qu'en plus, ils sont choqués à vie de la vie, lol. Euh, mais ils sont choqués de ouf parce qu'ils font plein de trucs hyper provoques en mode. Bah, pour provoquer les Jean-Michel. Appelez pas ça des lardons si c'est pas du cochon. Et t'es en mode, calme-toi, Mm, c'est mange tes lardons et enfin, saoule pas les gens qui viennent manger des trucs, tu vois, végé, quoi. mm, mm. Mais et je trouve ça intéressant cette personnalité parce que du coup c'est hyper controversé et ils ont carrément une audience hyper fédérée en fait par Ouais. cette controverse et tout et je trouve ça très intéressant. Et dans le même genre, alors j'ai pas envie de citer comme d'hab Innocent et tous les mêmes parce que j'ai l'impression qu'on entend toujours la même chose quand on Mm. parle de tonalité, genre Innocent et Interflora. Oui, on sait. Mais il y en a un qui est quand même souvent cité, c'est Monoprix, et c'est pas les blagues Ouais. les plus fou rires du monde, mais c'est quand même un peu rigolo. Elles sont quand même un peu recherchées. Tout à l'heure, je voyais un TikTok, j'ai trop ri, où il y avait écrit, en gros, enfin, il y avait une compile de toutes les blagues de Monop sur les packaging, et du coup, ça m'a fait un peu sourire. Bon, il disait genre que c'était trop drôle et que c'était, mais c'est pas si drôle que ça. Calmons-nous quand même. Je suis pas en train de me taper le cul par terre dans le rayon de Monop, surtout le prix des produits. Mais Ah bah c'est clair que Monop, tu casses ton PEL pour aller faire tes courses. ouais. Ouais, On se sait, les bourgeois qui vont faire leurs courses au Monop. Alors j'en fais partie ouais. de temps en temps quand j'ai La pas le même, choix. j'ai le métro-place à Bordeaux. Ouais, Mais ouais, non, ouais. mais je me sens vraiment comme la bourgeoise qui débarque en ville en mode si j'allais faire mes petites courses Mais Monoprix. c'est trop leur but en vrai. C'est que tu te Clairement. sens comme ça quand tu vas faire tes courses chez eux. Enfin, moi, j'en pouvais plus quand j'allais faire mes courses à Monop et que je m'en tirais pour 3 paquets de gruyère râpé, un pot de compote à C'est 25 €. exactement l'exemple que j'avais en tête, c'est les gruyères râpées. La dernière fois que j'y suis allée, j'ai vu le truc à 4,25 €. J'étais en mode, mais Ah là là. Ouais, euh, non. gros, je vais à Auchan, je paye 1,50 € en fait. C'est affolant, Mais C'est le prix voilà, des t'as blagues. voulu jouer les bourgeoises, donc voilà. je te jure. Mais en même temps, il y a des C'est les produits que tu blagues qui trouves coûtent cher. que à Monoprix. Oui, je suis d'accord. C'est, Je suis c'est, c'est d'accord. aberrant. C'est clair. Enfin voilà, tout ça pour dire que eux, ils ont une tonalité qui est quand même fun et qui les distingue. Bah, par exemple, Auchan, ils font pas des blagues sur leur packaging, quoi. Enfin, donc typiquement, ça ne fait certes pas la diff sur le prix. Hein, je ne dis pas que ça me donne pour autant envie de payer mon gruyère râpé 4 € au lieu d'1,50 €. Attends, Et Auchan ça. sont à peine en train de faire des efforts sur leur packaging. Ah ouais? En termes de branding et de design, on est à peine sur un rebranding qui arrive. J'ai vu ça la dernière fois sur les paquets de pâtes. Ah, Parce que Auchan se met aux pâtes italiennes et du coup j'ai vu 2-3 packaging passer quand je faisais mon drive. Je me suis dit ok, commence à y avoir du mieux, mais c'est dingue. on n'est pas sur un level Monop ou autre quoi. Mais ouais, mais parce que tu vois, Monop, ils ont une cible beaucoup plus cultivée, CSP+, et tout, qui comprennent plus facilement les blagues. C'est trop con, hein, mais c'est vrai, hein. C'est pour ça. Les gens de C'est la sûr que ville. c'est pour ça. Mais oui. Non, mais c'est vrai, c'est On pourrait CSP+, avoir le débat éducation parisien plus. et Ah bah ouais, mais alors là, c'est problématique après, hein. Mais en vrai, c'est ça, hein, c'est le marketing, hein. clairement, Très intéressant, en tout cas. clairement. Et du coup, on parle de ton de marque. Et alors là, je vais complètement sortir des questions que j'avais prévu de vous poser, mais je trouve que c'est intéressant de partir là-dessus. Du coup, qu'est-ce qu'on pense de cette grosse mode du fait d'être clivant sur Instagram aujourd'hui pour vendre? J'ai envie qu'on en parle parce que j'ai eu de la discussion il y a pas très longtemps avec une amie entrepreneuse également, qui elle, ça commence à lui sortir par les yeux, et je trouve que enfin moi-même ça commence à me sortir par les yeux parce que moi je ne me sens plus légitime de l'être alors que Hmm. je le suis naturellement, Oui, et oui, oui. quand on me côtoie au quotidien, on le sait. Voilà. Ouais. Je suis passionnante et passionnée, on aime me fréquenter. Si vous avez la référence, tant mieux pour vous. Mais aujourd'hui, moi, j'ose plus l'être parce que j'aurais l'impression de faire De, comme tout le monde, ouais, histoire de de faire comme forcer. tout le monde. C'est hyper intéressant. Je pense qu'il y a deux facteurs qui font que les gens sont de plus en plus clivants. Déjà, c'est comme ça que fonctionnent les algorithmes. Hmm. Malheureusement, plus on est clivant, plus on a de la visibilité. Plus on avait de la visibilité, bah, plus on a d'interactions, de personnes qui s'abonnent, de personnes qui s'intéressent à son travail, etc. Du coup, il y a ce côté de ce qui est clivant nourrit les algorithmes, et plus on en parlait avec Chloé, et les choses un peu plus mesurées, plus longue, plus intellectualisée, etc. Ça marche plus du tout sur les réseaux sociaux, et c'est normal, ça devient de moins en moins le lieu pour découvrir des contenus, etc. Mais je trouve que ce côté clivant, c'est un petit peu
soit t'existes, soit t'existes pas. Et pour exister, je pense que être clivant, c'est ce qui est le plus simple, entre grosses guillemets, à faire, parce qu'on nous dit tout le temps qu'il faut prendre position, il faut montrer son authenticité, la fameuse, sa personnalité, etc. Et ça passe par donner son opinion sur tout et n'importe quoi, clairement. Mm. Des choses qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat ou son domaine d'activité. Et c'est clivant dans le sens où faut pas oublier qu'on est des entreprises qui prenons la parole et que notre ambition, c'est quand même de signer des contrats et de faire rentrer du chiffre d'affaires et qu'on n'est pas influenceur et influenceuse. Et du coup, être clivant, des fois, c'est juste sortir de ce rôle d'entreprise, on va dire, nous, en tant qu'entité, comme étant une entreprise, pour prendre la parole sur des choses qui sont peut-être un peu plus personnelles ou qui touchent des valeurs qui sont perçues comme personnelles, féminisme, antiraciste, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les plus grosses boîtes. Et ça, c'est bien, il faut prendre la parole sur ces questions-là. Mm. Mais parfois, c'est fait d'une manière tellement frontale et juste pour faire le buzz. En fait, Ça être tacle. clivant, c'est vouloir faire le buzz, que ça dessert complètement l'image de marque et les valeurs mises en avant. On en parlait, etc. Je suis un peu d'accord avec toi quand tu disais que c'était difficile aujourd'hui d'être clivant parce on avait enfin, pas d'être clivant, c'était difficile de donner son opinion parce qu'on avait l'impression d'être clivant et que c'était un peu le truc à la mode. Moi, pendant 2 ans, j'avais ma newsletter féministe Ton Business. Je me souviens, ouais. RIP. Ouais, et en fait, du jour au lendemain, je l'ai plus ou moins laissé tomber parce que c'est pas que je me sens plus légitime, c'est qu'en fait, les questions féministes et les questions de genre dans le milieu de l'entrepreneuriat sont tellement banalisées aujourd'hui que ça a même plus d'impact parce que ce que je disais, ça me mettait mal à l'aise de les dire dans un contexte où j'avais l'impression que le féminisme devenait un levier marketing, en fait. Ouais. C'est plus Ah oui. ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, en fait, le problème, c'est que toutes nos valeurs, etc., qu'on pourrait utiliser, qui sont des opinions qu'on peut vraiment mettre en avant pour se différencier, sont reprises ailleurs par des freelance ou petites boîtes ou même des plus grosses Mm. boîtes pour devenir des leviers marketing et toucher des cibles qui sont d'acheteurs et d'acheteuses qui sont engagés et qui cherchent des boîtes proches de leurs valeurs mais qui ne sont que en surface, quoi. Ouais, je te rejoins dans le sens où quand t'as arrêté ta newsletter, je sais pas si c'est ce que t'as ressenti, mais peut-être que t'avais pas envie qu'on te catégorise comme encore une personne qui utilise ce levier-là pour faire un truc. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux Totalement, en dire. fait. Ouais, Et du coup, si, totalement. après, c'est ça. tu rentres dans le truc marketing, alors que de base, toi, t'avais juste envie de parler de quelque chose qui te tenait à cœur et de ton combat. Mm. Et ça fait toujours chier quand ton combat devient un truc sur lequel d'autres personnes vont se baser pour vendre un service ou pour vendre une idée ou un truc comme ça. Et du coup, ça décrédibilise totalement ton discours, au final. Ouais, je suis 100% d'accord. C'est exactement ça. En fait, je pense que le problème, c'est que les gens ont vu que les opinions clivantes pouvaient marcher, mais à la base, je pense qu'à la base, je sais pas si tout le monde faisait ça pour faire exprès d'être clivant. Mais par exemple, des personnalités comme toi, Mado, ou bah, moi, ou Emma, enfin, Emma, t'es quand même moins clivante, je pense, de base que Ouais. Mado et moi. Enfin, moins grande gueule, en tout cas. euh, où nous, on peut s'exprimer assez spontanément et pas avoir peur de froisser ou quoi, tu vois. Je pense qu'on l'a fait naturellement et que les gens, vu que ça marchait, ont décidé d'être comme ça parce qu'à la base, ils avaient peut-être moins de personnalité ou moins de facilité à dire les choses, Ouais. que du coup, ils se sont dit, bah, tant pis, on va dire les choses. Et en fait, ça a marché tellement bien, ce genre de truc, ce genre de contenu. On dit, ben non, 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 on va un peu à contre-courant d'un truc, une popular opinion et compagnie, que maintenant, on ne voit que ça. Et donc, en fait, c'est juste histoire de dire, ah bah non, moi, je suis pas comme tout le monde, ah bah non, non, non. Mais en fait, à force, on en a marre. Mm. Il s'agit pas de crier sur tout à tort et à travers. Juste, il y a des trucs, moi, l'injustice, il y a des trucs, des injustices qui me rendent ouf. Le plagiat, les trucs comme ça. Enfin, oui, évidemment, moi, dès que ça m'arrive, je pète un câble. Enfin, ça me rend ouf, quoi. Et c'est pas histoire d'être clivante. C'est juste, ça ne passe pas avec moi. Et je le dis, c'est mort, ça reste au pas de ma porte, je n'en veux pas chez moi. Mm. Mais du coup, les gens, je pense, qui ne savent pas trop comment fédérer une audience ou avoir des clients ou des trucs comme ça ou avoir une ligne édito, et ben en fait, ils sautent sur le truc de être clivante, point. Et ils trouvent tous les prétextes possibles pour être clivant. Et du coup, Mm. ben en fait, on se retrouve avec un océan de trucs clivants et tu sais même pas pourquoi tu es là et tu es en mode, mais pourquoi arrêtez de crier contre le vent là, on sait pas ce qui se passe en fait. Et je pense que c'est ça le problème. Enfin, j'ai l'impression que c'est Mm. ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je suis totalement d'accord et j'ai l'impression que tu sais, c'est un phénomène de tendance un petit peu. On a eu la Ouais. tendance du fallait être super bienveillant,
Fallait vraiment être super gentil sur Instagram, répondre à tout le monde, pas de rétention d'informations, etc. Et maintenant, là, c'est à celui qui gueulera le plus fort, et c'est celui qui gueulera le plus fort pour rien dire, au final. Et tous les messages se croisent, et il y a plus personne qui... Enfin, pour le coup, ça manque d'authenticité. Prononcer le fameux mot en A. Mais grave. Et en fait, ça pue le fake à 1000 kilomètres. Et enfin, je vois, il y a des gens que je suivais qu'aujourd'hui je ne suis plus. Je les voyais essayer d'être un petit peu taquins, piqués, tu sais, un petit peu au vif certains trucs. Et j'avais envie de leur dire, mais en fait, ça va aller. T'énerve pas comme ça. Prends tes pilules. Ça se voit que t'as pas envie de t'énerver. C'est même pas naturel quand tu t'énerves. Donc juste calme-toi, redeviens la petite personne gentille que tu étais. Et puis laisse ça aux personnes qui ont pas peur en fait de se prendre le retour du bâton, parce que dans tous les cas, quand t'es clivant, derrière, tu te bouffes le retour du bâton. Bah ouais, c'est ça le truc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent un peu créer du drama, entre guillemets, en mode influence vibe, et que dès que tu dis un truc, il y a une personne qui va te faire un sujet clivant, à l'encontre de ce que t'as dit. Tu vois? Mais genre, enfin, pourquoi vous faites ça? Allez trouver autre chose, non? Enfin, il y avait un truc en 2012. Enfin, je me rappelle, c'était vraiment l'année 2012. Je crois que c'est ça, quand Game of Thrones est sorti, un truc comme ça. Où t'avais toute une vague de personnes qui, à chaque fois qu'il y avait un truc qui devenait un peu tendance, eux, il fallait pas leur en parler, en fait. Il fallait pas leur en parler parce que, voilà, c'était trop mainstream. Et en réalité... Je crois que j'ai été un peu comme ça, hein. Je suis un peu chiante des fois, hein. Moi, j'ai été comme ça avec Game of Thrones, je m'en souviens très bien. On m'en avait parlé. Ah ouais? Et j'étais en mode genre, ouais, non, ta série que tout le monde regarde, là, je veux pas la regarder, en fait. Voilà. Non, mais j'ai tenu cette personne. J'ai tenu 3 saisons. Tout le monde à 18 ans. Voilà. Ah ouais? Tu sais, t'as pas envie t'as envie d'être contre-courant, genre non, ça m'intéresse pas, si c'est trop connu et tout. Mais c'est parce que t'es un peu pick-me, tu sais, c'est un peu cette période-là de ta vie où t'es une pick-me, t'es en mode non mais moi je suis trop cool pour ça. Et regarde-moi, je suis fan de Taylor Swift. Qu'est-ce qui est plus mainstream que Taylor Swift aujourd'hui? Je ne sais pas. Très honnête. Et toi aussi. Ma sœur est toujours une anti-Taylor Swift. La dernière fois, on s'est un peu énervé, d'ailleurs. Oula. Je lui parle de Taylor Swift, elle me dit non mais c'est qui cette meuf? Ma sœur qui est plus jeune que moi, hein, donc elle devrait connaître Taylor Swift. Ah. Ouais, j'ai jamais connu l'engouement et tout. J'étais en mode genre t'inquiète, tu vas y venir. Ça prendra le temps, ça prendra, mais tu vas y venir. Moi, j'étais trop une pick-me avec Taylor Swift, genre en 2012, mais j'étais la pire pick-me parce que, attention, vous êtes pas prête pour ce que je vais dire, j'étais en mode, parce qu'en fait, elle sortait avec Harry pendant très peu de temps, donc Harry Styles étant l'amour de ma vie et malheureusement toujours, à mon grand âge, toujours. J'avais trop le seum, évidemment, et donc j'étais dans ma misogynie era, parce que j'avais 18 ans, c'était 2012, on n'était pas encore au fait de ce qu'on sait maintenant, Oui. et du coup, j'étais en mode, non mais, je l'ai vu en concert, hein, s'il vous plaît. Et j'étais en mode, non, mais je peux pas la blairer, moi, de toute façon. J'aime ses chansons, mais j'aime pas du tout la meuf. Oh, la vieille meuf que j'étais. À claquer, Chloé. Et je me suis repentie aujourd'hui. Je lui donne tout mon argent pour me faire pardonner. Mais non, horrible. Je me foutrais des baffes, quoi. Mais bon, écoutez, je m'en suis remise, hein, mais du coup, pour revenir à ce que tu disais, Mathilde, je pense qu'il y a vraiment ce truc de moi je suis différent, je fais l'inverse et c'est ça en fait qui est clivant, sauf que tout le monde fait des trucs, moi je suis différent, je fais l'inverse, donc en fait il y a rien qui est différent. Exactement, et je trouve que c'est ça le plus drôle, c'est que les gens ils sont en mode unpopular opinion, et là c'est le truc le moins unpopular du monde. Et clairement, et on le voit, je trouve qu'on le voit vachement à l'ère des réseaux sociaux où faut être dans la tendance tout le temps, etc. Que ce soit choisir un son qui est tendance ou faire un reel qui est tendance, refaire le reel de quelqu'un, on y reviendra, qui est tendance, etc. Mais du coup, en fait, les gens se rendent pas compte que en essayant de rentrer dans la vague, bah ils font exactement pareil que tout le monde et il y a plus rien tellement authentique, il y a plus rien d'unique. Et je trouve que c'est le gros problème de notre temps, que ce soit dans les trucs d'influence, que ce soit même dans le graphisme, je le vois tout le temps. Il y a 1000 graphistes qui font la même chose. Et parce que t'as une personne qui va faire un truc qui marche un tant soit peu sur Instagram, bah tu vas avoir tout le monde qui va s'engouffrer dans la brèche. Je me souviens très bien qu'il y a, je crois que c'était pendant le Covid, 2 ans, il y a une nana qui s'appelle Abby Konik, une anglaise qui est arrivée avec son identité visuelle super fraîche, ses conseils et tout, puis ses grosses typos.
Et encore aujourd'hui, je vois des gens qui ont les mêmes couleurs, les mêmes motifs, la même manière de faire des posts Instagram. Et au final, la nana, elle doit avoir 15 000 clones d'elle-même sur Insta, quoi. C'est trop drôle, j'étais sur son site hier, alors que je connaissais pas avant. Je faisais ma veille pour écrire le site de Lulu. Bon, bah, ça veut dire que du coup, la nana est toujours trendy. Mais ouais, cette nana-là, t'as un tas de copies de cette nana. Et Ouais, c'est ouf, hein. Et il y en a plein, hein, comme ça. C'est des tendances où tout le monde se copie et du coup tout le monde se ressemble, mais ensuite ça va se renouveler, mais tout le monde va se-ressembler, mais sur un autre truc. Ouais. Ouf. Je trouve que ça donne pas envie d'innover. Parce que tu te dis, si tu fais les choses différemment et que tu le mets sur Instagram ou ailleurs sur ton site ou quoi, tu sais forcément qu'il y a quelqu'un qui va reprendre un petit bout ou un gros bout. Et en fait, oui, ouais. on saura pas forcément que c'est toi qui as fait ça en premier et juste ça va se fondre dans la masse et ça va se perdre et limite ça donne envie je pense qu'il y a de ça aussi, de continuer à faire des choses similaires parce que si tu proposes quelque chose de neuf et que ça marche, ça va être repris et encore et encore. Ouais. Bah ouais. Bah on le voit, hein. Enfin, c'est... Moi, ma solution et ma technique, du coup, c'est de courir en zigzag. C'est comme quand tu fais ça pour pas qu'on t'attrape. Il y a une période où j'avais des gens qui me copiaient, mais c'était frontal, hein, vraiment. C'était quand j'étais encore très investie sur Instagram, où j'avais vraiment besoin de me montrer, etc., etc. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris que j'en ai plus rien à foutre. Et que mon main goal, c'est le chaos. Mais maintenant, vraiment ma technique, c'est de courir en zigzag, de faire des trucs totalement inattendus. Et je pense que c'est ce qui plaît aujourd'hui à ma clientèle. Mais surtout, sur mon site, je le refais genre tous les 4 matins. Ma com, je prends des décisions, puis je reprends des décisions 3 mois après. En fait, je change tout. Déjà parce que je suis Gémeaux. Donc, les bases, voilà. Première chose. Et ensuite parce que ça m'évite de me dire ah bah machin m'a copié ou n'importe quoi, ou alors il y a un tel qui fait un truc similaire, ou alors je suis dans un truc similaire, etc. Voilà. Ok. Je pense que c'est la meilleure technique. Et puis lâcher prise de ouf. Ouais. Mais c'est une charge mentale de ouf de changer tout le temps. Ouais, et en même temps, moi, ça me fait plaisir. C'est parce que tu kiffes aussi. Tu veux, je le fais pas en me disant là, on est le 27 du mois, c'est le moment, il faut que je change un truc. Ça se passe jamais comme ça en fait. C'est vraiment. Non, c'est des phases. Un jour, je vais arriver, puis je vais me dire bah là, je change, et je vais avoir mon mec qui va me dire non mais attends, tu changes encore ton site internet. Oui. Tu vois. Mais après ça, voilà, ça changera pas le fond du problème. Des nouveaux graphiques qui arrivent et qui s'engouffrent dans des failles, etc., etc. Mais bon, après, je pense qu'il y a une forme aussi ça les rassure de se dire qu'ils vont faire un truc qui fonctionne. Mais oui, mais c'est pour ça. Enfin, du coup, ils sont pas à côté de la plaque. C'est pour ça que genre tous les bébés copywriters que je vois, enfin, l'autre jour, je vais sur le profil d'une meuf, elle avait essayé de copier mon logo. Enfin, non, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, c'est pas parce que mon logo il est comme ci, comme ça que je travaille depuis 4 ans, tu vois. Enfin, ça n'a aucun rapport. Donc pourquoi faire ça? Enfin, en fait, il se raccroche un peu aux branches et c'est trop triste. Enfin, parce que c'est pas parce que j'ai telle ou telle offre à tel prix que ça va marcher chez toi. C'est pas parce que j'ai mis une tulipe dans mon pseudo, mais malheureusement, c'est tellement vrai, ou que ma bio elle est telle ou telle qu'en fait ça va marcher. Ça sert à rien de copier-coller les trucs des gens. Il vaut mieux faire son truc. Moi, je suis arrivée, j'ai fait mon truc et c'est pour ça que ça marche, en fait. C'est tout. Enfin, c'est tout. Il n'y a pas de secret. Fais ton truc et si t'es en plus spontané et que c'est naturel et tout, ben, ça va marcher. Sinon, est-ce que tu veux dire que si on est authentique, ça fonctionne? Exactement. C'est l'authenticité et la bienveillance qui fonctionnent. C'est tout. Pas le reste. Soyez bienveillante. Pas comme moi, apparemment. Lol. Perdu numéro 2. Faites comme Taylor Swift, soyez gentils avec tout le monde. Exactement. Du coup, je pense qu'on peut rebondir sur le sujet de la concurrence, qui me semble être une bonne transition. Ma question, ce serait comment une rédaction bien pensée, du coup, peut aider une entreprise à se démarquer de ses concurrents. Alors là, je parle entreprise, ça peut être une marque ou dans le personal branding, par exemple, parce que on peut parler des deux. Alors, comment une marque peut se démarquer avec les mots? Ben, il y a plusieurs manières. Alors déjà, je vais partir dans un truc qui semble un peu contre-productif, mais
Pour se démarquer avec les mots, dans un premier temps, il faut prendre conscience de tout ce qui se fait sur son secteur. Parce que forcément, on disait un truc de zigzag, tu vois, quand il y en a un qui fait zig, nous on fait zag, oui, mais pas totalement non plus. Il faut aussi savoir ce qui se fait sur son marché, comment les autres y parlent, comment parler à sa cible. Et sa cible, enfin, une cible de n'importe quel secteur d'activité a besoin d'être rassurée et de comprendre de quoi on lui parle. Donc on va pas totalement lui raconter n'importe quoi et inventer un nouveau dialecte ou parler en jargon total. On déteste le jargon. L'idée, c'est je pense, concevoir un peu une identité textuelle en prenant des bases qui sont connues, des mots qui rassurent, etc., et en personnalisant avec la tonalité de cette marque. Pour moi, c'est toujours une histoire de tonalité, en fait. La base doit être relativement similaire à sa concurrence, parce qu'on va pas raconter n'importe quoi, encore une fois, sinon on va vraiment avoir l'air perché, on va pas percer pour le coup, Mhm. mais avec une tonalité et une manière de s'exprimer qui va différer. Je dis pas que tous les mots doivent être différents, mais quand on a une tonalité assez particulière et qui est propre à sa marque, on se dit, bah, je sais pas si toutes les marques, elles sont vachement institutionnelles, vachement sérieuses, avec un langage pas très fun, où il y a jamais de point d'exclamation, où il y a jamais de mots qui va un peu détonner du reste, et ben, on peut prendre ce créneau-là, par exemple, se dire, bah, ok, moi, je travaille dans, je sais pas, les imprimantes en milieu corporate, bien chiant. Bah, peut-être si j'apporte un truc un peu plus fun avec un positionnement qui va avec, parce qu'évidemment, si ton positionnement c'est le plus normal de juste tu vends des imprimantes à des trucs corporate, bon, c'est peut-être pas le truc le plus fun et c'est peut-être pas là que tu vas le plus t'éclater. Mais par contre, si tu ajoutes à ton positionnement un petit grain de sel, ça va au-delà des mots du coup. C'est en mode, je sais pas, je sais pas quoi dire, mais ça peut être une identité visuelle colorée avec un slogan qui va être un peu sympa, où on comprend que bah, c'est pas le truc B2B le plus chiant du monde, il y aura un peu de fun et il y a une valeur ajoutée et il y a un truc qui fait que c'est plus friendly que le reste des trucs hyper froids avec des marques comme Bureau Plus ou je sais pas quoi là. Mhm. Bureau balai. Bureau Palais, et encore, je suis même pas sûre que ce soit le moins fun de tous, alors franchement. Je pense que c'est comme ça qu'on peut ajouter du fun avec un petit slogan qui détonne, des namings sympas, une manière de communiquer qui va être plus rigolote que d'autres. Enfin, je pars forcément dans le truc rigolo là parce que ça me paraît le plus évident, mais ça peut être vraiment de plein d'autres manières en fait qu'on se démarque. Et je l'ai dit tout à l'heure avec la marque La Vie, qui pour le coup est dans la controverse. Ils font des blagues, oui, mais ils sont vachement dans la controverse. Et ça les démarque du reste des marques qui disent juste, bah tenez, voici ma fausse escalope, quoi. Enfin, voici Mhm. ma fausse escalope. Ça vend du rêve, quoi. Je sais pas si je sais ça pour dire. Je sais pas si c'est hyper clair, mais ouais, pour moi, c'est important de se dire qu'en fait, c'est pas que les mots, c'est pas que un naming, c'est pas que un slogan, c'est pas que un positionnement, c'est vraiment un tout qui va faire que ça renforce l'identité textuelle d'une marque et qu'elle va se démarquer. Si je parle différemment dans ma newsletter de comment je parle sur Insta en tant que marque, ben ça va être un peu bizarre. Faut quand même que ce soit vachement cohérent aussi, quoi. Donc voilà, j'arrête mon laïus. Ah ouais, je suis d'accord avec toi et je trouve que l'histoire de l'imprimante, elle est intéressante parce que le fait de faire rechercher ce que la concurrence fait, etc., ça permet aussi, si on veut partir sur ce créneau-là, de pouvoir dire choisir une imprimante, c'est super chiant. On le sait, tu vois, et après de partir sur ce positionnement-là et après de choisir des mots en fonction, etc. Mais ça permet aussi de faire une analyse de la concurrence, de voir les mots qui marchent, ceux Mm. qui reviennent à chaque fois et après de les décliner, de prendre des synonymes. Tu vois, moi, je l'ai pas dit dans l'introduction, mais je dis que je suis rédactrice web pour les entreprises qui ont du cran. Et en fait, c'est juste un synonyme pour dire les entreprises engagées ou les entreprises vertueuses, etc., même si ça va plus loin, mais en fait, qui ont du cran, ça permet vraiment d'aller plus loin dans cette idée de tu veux faire les choses bien, tu oses faire les choses différemment, etc. Et en fait, ça recoupe cette idée d'être éthique, ça recoupe cette idée de justice sociale, d'engagement, mais en fait, engager, c'est tellement galvaudé aujourd'hui et ça veut rien dire Ouais. que choisir des synonymes, choisir vraiment. En fait, ce que je conseille souvent, c'est de choisir un mot qui nous plaît ou l'idée qu'il y a derrière et de vraiment creuser au maximum qu'est-ce qui nous plaît dans ce mot-là, pourquoi ça nous plaît, c'est quoi qui se cache derrière, qu'est-ce qu'on a envie de traduire comme idée. Et là, en fait, on peut vraiment voir les synonymes qui se déploient, voir pourquoi ça nous plaît autant et comment est-ce qu'on peut synthétiser tout ça dans un slogan ou des choses comme ça. Je pense que les mots, c'est un peu sous-estimé par rapport à une identité visuelle ou autre. Mais en fait, si tu as une identité visuelle magnifique, qui est hyper peps, etc., et que tu as une tonalité hyper chiante, les gens vont être en mode, attends,
je comprends pas, il y a une grosse dissonance entre les Mmh. 2. C'est pas du tout Mais la même grave. marque qui me parle et tout et là, ça peut être un facteur de non-confiance et tu peux louper des ventes, parce que tu as pas d'un fil rouge comme disait Chloé, tu as pas de continuité dans ton image de marque, et cetera, quoi. Je suis absolument d'accord avec ça. C'est intéressant ce que tu disais de prendre le fait que les imprimantes, je reviens toujours aux imprimantes, mais c'est chiant de choisir une imprimante, tu vois, par exemple. C'est vraiment tout un truc de copywriting aussi, euh, par rapport au fait de prendre les objections des gens ou des problématiques des gens et de travailler Ouais. là-dessus. Parce que tu vois, juste choisir une imprimante, on va dire, vous voulez une imprimante pour votre bureau, point. Oui, évidemment qu'on veut une imprimante pour notre bureau, tu vois. Mais genre, c'est pour résoudre quoi comme problème? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut, par exemple, imprimer nos bordereaux Vinted en scred au bureau? Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on veut pouvoir user d'un prétexte pour aller boire un café avec Corinne de la Conta à l'imprimante? C'est ça, en fait, les trucs marrants à faire pour Mmh. Ouais, ouais. différencier par rapport aux arguments pourris des sites institutionnels habituels, enfin, parce qu'on se fait chier en fait sinon. Et pour pas se faire chier, il faut prendre les trucs au contre-pied des choses. Et du coup, ça, les objections, les bénéfices de tout ça, c'est intéressant. Effectivement, comme tu dis, les synonymes, une passion, mais bon, on le dit tout le temps, donc on va pas se répéter, mais dictionnaire des synonymes, vie. Mmh. La vie, clairement, la vie. Alors du coup, moi, j'ai surtout retenu qu'il va falloir que j'enlève le mot engagé de mon site internet. Ah Mais non! en vrai, peut-être s'enlever ça, ça peut différencier. De le changer, quoi, tu vois. Clairement, clairement, clairement. Mais On est sur un autre ça. il est possible qu'un jour je fasse appel au service de ces dames pour voir tout ça. Mais du coup, je trouve que c'est super intéressant ce que tu disais, Emma, par rapport à une identité visuelle qui est super cool et tout, et un ton de marque qui est pas étudié ou qui est un peu naze. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dire à mes clientes, c'est que si le reste suit pas, en fait, derrière, ça sert à rien. Et dans tous les cas, l'identité visuelle, elle est là pour accompagner le message, pour le mettre en valeur, mais c'est pas. Je pense que les gens, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à croire que c'est ce qu'on va regarder en premier, alors qu'en fait, pas du tout. Moi, en tant que cliente, j'aime beaucoup en fait lire ce qui est écrit sur les prospectus, sur les sites, etc. Et en fait, vraiment, l'identité visuelle, elle va venir transmettre l'émotion de ce qui est raconté dans les textes. Ouais. Donc c'est Ouais, pour ça que c'est exactement. super important de travailler les deux quand on a des ambitions et quand on a une marque qu'on veut porter pour vraiment communiquer à 360 finalement sur sa marque et sur ses produits. Je suis carrément d'accord. Je trouve que la couleur, elle appuie les mots et inversement. Après, je pense que les clients, ils n'ont pas forcément le budget pour faire les deux. En tout cas, en même temps, tu vois, genre identité visuelle et mots, en vrai, ça revient vite cher. C'est un gros budget. Ouais. Donc, peut-être faire l'un puis l'autre. Mais encore une fois, tu vois, qu'est-ce qu'on fait en premier? Alors, Ouais. moi vraiment là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais je pense que le mieux c'est quand même de faire les mots en premier et de développer le ton de sa marque. Vraiment, hein, Pour, c'est ouais. vraiment, Ouais, je pense que moi je préfère avoir tous ces éléments-là pour travailler sur une identité visuelle, parce ouais. que je peux pas faire mes choix, qu'ils soient colorimétriques, typographiques ou autres, sans savoir en fait quel va être le message derrière et quelles vont être les émotions que la personne va vouloir faire passer. Parce que si je fais le Ouais. truc avant, en fait, si ça se trouve, moi, je vais comprendre des choses, à titre personnel, qui vont être totalement différentes de ce que la personne veut. Donc, dans tous les cas, faut vraiment genre des bonnes fondations, savoir à qui on veut parler, comment on lui parle, et ensuite un Mm. graphiste, il peut faire son taf correctement. Ouais. Je pense que ça, Ouais, je c'est super comprends. important. Eh Il me bien, c'est semble. très intéressant. Et du coup, moi, j'aimerais bien qu'on parle de SEO. Alors, pour information, Emma, le SEO, j'y panne rien du tout. Ça fait des années qu'on parle de SEO et moi je suis en mode genre non non, je regarde pas ce que Oui, oui, c'est, je m'en oui. fous. Du coup, quelle est l'importance du référencement, du coup du SEO dans la rédaction de contenu pour une marque? Alors, de par notre cliente en commun, je crois comprendre les tenants et les aboutissants. Mais du coup, comment concilier optimisation pour les moteurs de recherche et qualité de contenu? Oh, c'est vraiment une vaste question. Je vais essayer de pas mourir en même temps.
Alors SEO, c'est Search Engine Optimization, juste pour avec le meilleur accent anglais. C'est-à-dire que il y a une partie technique, tout ce qui est optimisation du site internet, vitesse, etc. Et moi, je m'occupe de la partie rédactionnelle parce qu'il y a des techniques rédactionnelles pour positionner les écrits sur les premières pages. Le SEO, bah forcément, à mes yeux, c'est hyper important si on veut pas dépendre des réseaux sociaux, parce que quand on optimise son contenu, site internet, articles de blog principalement, et ben on peut arriver dans les premiers résultats sur certaines requêtes et ça veut dire attirer du trafic régulier et du coup convertir en fait sans que les gens aient besoin de créer du contenu tout le temps sur les réseaux sociaux, créer du contenu tout le temps Instagram, LinkedIn, etc. Et du coup, je trouve qu'une marque qui a pas forcément un travail SEO et qui a pas forcément un travail de contenu avec les articles de blog, ça peut se tirer une balle dans le pied, quoi. Surtout quand t'es une petite, moyenne, grosse entreprise. Quand t'es freelance, c'est un peu différent parce que bah tu utilises beaucoup les réseaux et tout. Mais si quand tu deviens un peu plus gros ou que tu veux avoir différents canaux d'acquisition, le SEO c'est vraiment là où tu mets le plus d'efforts et que t'as le plus, enfin où t'as le plus de résultats sur le très très long terme, quoi. Et surtout ça permet de te positionner. En fait, le SEO, ça a plusieurs enjeux. Ça te permet de te positionner comme expert ou experte de ton domaine parce que tu vas créer du contenu de qualité pour les algorithmes, mais surtout pour les gens qui vont faire des recherches. Tu vas créer du contenu long, donc tu vas avoir la confiance des personnes qui vont lire ce que tu fais. Et c'est aussi un endroit où tu peux mettre ta personnalité à fond, parce que si tu copies ce que fait le voisin ou que tu fais les mêmes articles que le voisin ou la voisine, bah laisse tomber. En fait, ils vont jamais remonter parce que les gens vont se dire mais je m'en fous quoi. Enfin, je m'en fous d'apprendre ça. Du coup, ça permet vraiment de montrer ses engagements, sa qualité, son expertise, tout en gagnant en visibilité, quoi. Donc une partie importante. Pour moi, c'est vraiment une des plus grosses parties si on veut ne plus dépendre des réseaux sociaux et avoir un trafic de qualité, de prospects réguliers, etc. C'est hyper important de miser sur le SEO. Ok, donc dans la période actuelle où les gens sont un peu saoulés par les réseaux sociaux, Instagram, etc., ça peut être cohérent de travailler son SEO pour avoir des canaux d'acquisition finalement différents. Ouais, 100%. Surtout que si tu crées du contenu pour ton article de blog qui est long et ainsi de suite, tu peux le réutiliser dans des posts Instagram, tu peux le réutiliser dans une newsletter Ouais, ou tu peux l'inverse recycler, ouais. même. Et ouais, en fait, c'est beaucoup plus facile de recycler du contenu long en contenu court que l'inverse. Et c'est quelque chose qui vit sur le long terme vraiment. Enfin, moi, mon premier client que j'ai eu en décembre 2020. Ces articles, ils sont encore en première position, enfin sur la première page aujourd'hui, quoi. Donc 3 ans et quelques après. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui travaille sur le très long terme. Ok. Bon, eh bien pour celles et ceux qui nous écoutent, sachez que le SEO c'est important et qu'il va falloir que j'y travaille. En fait, ça décourage de ouf parce que on n'a pas des résultats instantanés comme avec la création d'une audience ou des choses comme ça sur Instagram. Et du coup, on repousse, on repousse, on repousse. Mais une fois que tu commences à t'y mettre, ça peut vraiment apporter des résultats qui sont intéressants, quoi. Ouais. Ok. Bon. Dire que j'ai fermé mon blog en 2021. Mais tu sais que Romps ton moi blog. aussi, j'avais un blog qui était cool, j'avais des bons résultats en plus, genre avec une stratégie Pinterest, et je sais pas ce qui m'a pris, je l'ai dégagé. Bah, parce qu'après, il y a eu la newsletter, quoi. Tu Ouais, vois? et le pire c'est que j'ai plein de clients qui m'ont dit ah bah du coup on t'a trouvé parce qu'on a posé une question dans Google et puis du coup c'est ton article qui est ressorti et on s'est dit oh elle sait Ouais. vachement de quoi elle parle et Pourquoi tu l'as enlevé du coup? je sais pas. Parce qu'elle était en zigzag. Je sais franchement je sais plus Il pouvait fou. je crois qu'après j'ai plus trop eu le temps de m'en occuper puis tu sais moi j'ai une Ouais, mais c'est pas grave, personnalité tu peux un le peu laisser vivre. je l'ai plus hein, il est plus en ligne hein. Ouais, mais t'aurais pu le laisser vivre dans son coin, même si Ouais, tu publiais plus dessus. Zigzag. Gémeaux. j'aurais pu. Ah ouais non mais des Réactif. mots et tu sais, j'ai une personnalité genre très je vais m'intéresser à un truc, je vais y aller à fond et puis tu sais pas Ouais. pourquoi un matin, je vais me lever, je vais me dire non, c'est de la merde et puis je vais passer à autre chose. Ciao, next. Je vois Je totalement. m'accroche très fortement pour ne pas faire ça à mon podcast.
Hyper fixation vibe. Voilà. Ah ouais, je comprends trop. C'est horrible, hein, mais... Du coup, j'ai une dernière petite question pour vous deux. Comment on adapte le ton de sa marque en fonction des différents canaux de communication qu'on peut avoir, que ce soit site internet, réseaux sociaux, newsletter, tout en maintenant une cohérence qui va être globale. Et ça, je sais que c'est un peu compliqué pour beaucoup d'entre nous. Je pense que déjà, il faut penser réseau social vs support comme plus sérieux, on va dire. Un site, évidemment, est plus sérieux qu'un réseau social. Un réseau social, c'est quand même du conversationnel, c'est un réseau social. Donc ça veut dire qu'il faut être à peu près humain. Alors que sur son site, on peut se permettre d'être un peu moins humain, si je peux dire ça. On peut écrire de manière plus institutionnelle ou en tout cas sérieuse et en tout cas ne pas forcément écrire comme on parle. Alors que les réseaux sociaux, si tu te mets à écrire comme t'écris un communiqué de presse par exemple, bon. Et à l'inverse, tu ne peux pas écrire ton communiqué de presse comme tu écris ton carrousel sur Insta. Ouais. Ça me paraît assez logique, tu vois. Parce que ben sur Insta, sinon on va se faire chier parce qu'on n'a pas envie de lire un communiqué de presse hyper sérieux et tout. Mais à l'inverse, le communiqué de presse, il doit être plutôt sérieux. Même si c'est un domaine plutôt fun ou pas, ou quoi, bah en fait, la presse, tu vas atteindre beaucoup plus de gens, comme normalement avec ton site. Mais bon, ça peut se discuter. Mais la presse va être ouverte sur une audience qui n'est pas forcément la tienne, alors que Insta, en général, même si évidemment tu as de la visibilité et tout, c'est quand même plus convivial, c'est un réseau social, et tu parles en général, surtout, je sais pas, en story, même avec le peu de visibilité qu'on a aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est un entre-soi, parce que franchement, faut aller chercher sa nouvelle audience. Mais du coup, tu es normalement dans ta safe place, entre guillemets, où tu peux te permettre d'être toi et de parler comme tu veux. Euh, Ta newsletter, c'est pareil. En général, tu peux parler de manière plus, même si ça doit être assez chiadé quoi comme texte parce que bah c'est une newsletter et qu'on va écrire un contenu long comme un post Insta pardon. Je pense que il faut réfléchir de cette manière. Genre, est-ce que c'est un contenu long? Est-ce que c'est pour mon audience à moi, ma petite liste email, ou est-ce que c'est pour 15 000 personnes? Est-ce que c'est un truc qui va dans la presse ou est-ce que ça se cantonne à mon Insta? C'est ça pour moi la question principale. Qu'est-ce que t'en dis, Emma? Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il y a une question de Proximité? jauge de proximité. Ouais. Je sais pas comment dire. Ouais. Une sorte de baromètre de proximité. En fait, tu peux avoir un site internet où tu as une tonalité fun, punchy, etc. Si c'est ton image de marque, mais Mm. tu vas quand même avoir des textes qui sont entre guillemets figés, qui sont là à chaque fois que tu vas sur le site. L'objectif, c'est pas d'avoir une conversation, c'est de convertir ou de gagner en visibilité, les deux, et ainsi de suite. Et du coup, on peut dire que ça va être au bas de la jauge de proximité, alors que la newsletter où on a fait l'effort de te donner ton adresse, on te fait confiance, Mm. etc., ça va être beaucoup plus dans la proximité. Et là, tu peux avoir la suite de l'image de marque que tu as commencé à construire sur ton site internet. Je dis pas qu'il faut avoir des images, des tonalités complètement différentes ou diamétralement opposées, mais juste peut-être aller un cran au-dessus dans ce que tu as déjà fait sur ton site internet ou un cran au-dessus de ce que tu as fait sur ton réseau social, Instagram, etc. Sachant qu'il faut qu'il y ait un fil rouge forcément entre tout ça. Parce que comme on disait tout à l'heure, s'il y a une différence entre ton site où tu vous vois, t'es hyper institutionnel et dans la newsletter c'est pump it up, tu dis des gros mots, tu tutoies, tout va. Mm. Les gens ils vont être complètement perdus, ils vont te dire mais attends j'ai pas signé pour ça, je suis Mm. où, qui est cette personne, j'ai pas souvenir d'avoir donné mon adresse mail et tout. Du coup je pense que c'est vraiment quelle image on a envie de renvoyer et à quel pourcentage sur quel endroit. C'est vraiment ça quoi. Et il y a aussi qui on veut attirer, tu vois. Parce que, Ouais. moi, d'une manière ou d'une autre, j'ai un exemple assez récent. Il y a une personne qui m'a contactée. Et genre, en fait, la personne, je l'ai en appel découverte et tout. Et je sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, je crois que je l'avais racontée, mais en gros, elle voulait pas qu'on se tutoie. Ok, Ouais. non, je me souviens pas de ça, mais étrange. Bon, bah, en gros, j'arrive en appel découverte et je commence à tutoyer une personne. Et la personne me dit, non, on va pas se tutoyer, je le sens pas. J'étais en mode, d'accord. Pourquoi tu C'est veux chaud. travailler avec moi, du coup? Parce que si tu me sens pas, enfin, bref. Donc c'était un peu chiant. Et en gros, bah, enfin, j'ai parlé 15 minutes avec elle et elle me posait des questions genre, mais du coup, moi, je veux pas de blagues dans mes textes et tout. Et j'étais en mode, moi, évidemment, je lui ai dit, bah, je m'adapte. Moi, je vais pas faire des blagues à tout va. C'est pas mon but. C'est pas parce que moi, Mhm. dans comme perso, je fais des blagues et je suis marrante et tout que je fais ça pour tous mes clients. Je m'adapte à l'identité textuelle de mes clients. C'est le but. Et en fait,
Je lui dis ça et elle me dit ah ouais parce que j'aime pas, parce que si, parce que ça, oui mais je veux pas qu'on tutoie, oui machin. La question ne se pose pas de si je fais ça ou non, c'est juste genre, tu vois bien comment je suis. Tu vois bien quand même avec quelle marque je travaille et tout. Évidemment que je travaille avec des marques plutôt fun, tu vois. Pas avec des trucs. Enfin, j'ai déjà fait des trucs très institutionnels, mais juste moi, j'ai envie d'attirer des gens avec qui j'ai envie de bosser, qui voient que je suis quand même assez friendly et tout. Pas des gens avec qui je suis en train de me vouvoyer en Zoom pendant 1 heure et demie. Enfin, désolé, mais non, quoi, tu vois. Mais non, mais c'est vrai. Et du coup, je me suis dit, bah merde, qu'est-ce que j'ai foiré dans ma com pour attirer cette personne? Parce que franchement, je devrais pas l'attirer, je devrais la repousser, je pense. Euh, je sais pas. Est-ce qu'elle est venue que par ton site internet ou elle te suivait sur d'autres réseaux? Je crois qu'elle m'a trouvé sur Insta. Tu sais, il y a des gens, juste des fois, ils tapent rédactrice ou copywriter et ils me trouvent et Ouais, du coup, ils débarquent, ils sortent de nulle part, tu vois. Et ils ouais, prennent pas le temps ouais. de regarder tout, en fait. Et Ouais. j'ai l'impression que pourtant, cette personne avait peut-être regardé ce que je faisais parce qu'elle me dit, bah, moi, je veux pas que vous fassiez des blagues, que machin truc, que machin. Tu vois, encore une fois, comme j'ai dit, la question ne se pose pas de savoir si je vais faire des blagues dans tes textes. Si le lieu n'est pas, je suis pas débile, je vais pas faire des blagues si je vois bien que ta marque, n'appelle pas à faire des blagues, quoi. Mais genre, du coup, je pense que la tonalité et toutes les manières dont on s'exprime doit aussi ben, attirer les bonnes personnes et du coup repousser les autres. Ouais. Pour moi, il y a tout un Ouais, truc comme ça, tu totalement. vois. Parce que vraiment, là, j'étais en appel découverte, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? Pourquoi elle vient me voir, moi? Je suis sûre qu'il y a plein d'autres meufs qui écrivent des textes très chiants comme tu veux, mais ce sera pas moi. Enfin, désolé, hein, mais moi, là, vraiment, je suis pas là pour être en mode, on se vous voit et tu me fais pas confiance. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vois? C'est très Ouais, Donc, bon, ouais, étrange. bah, c'est trop c'est bizarre, cette j'étais question trop du fil mal. rouge, en fait. C'est Ouais. vraiment définir ton fil rouge et le déployer un peu, enfin, sur tous ces cadeaux. Mais tu vois, c'est Mm, sûr, comme tu disais, tu vas pas écrire sur ton site comme sur ton Instagram, même si tu as une tonalité hyper Pepsi sur ton site. mm. Ton Instagram, tu vas peut-être tutoyer, alors que le site, tu vas vous voyer. Et dans la newsletter, tu Ouais. vas faire des blagues, tu vas mettre des gifs. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent faire que tu as la même image de marque partout, mais Elle se décline déployée de manière différemment. un peu. Mm. Ouais, voilà. Cherche le mot, Carrément. merci. Tu l'adaptes au type d'audience que tu risques d'avoir au final. Puisque Oui, c'est Ouais, ça. totalement. les gens font pas les mêmes utilisations des réseaux sociaux, etc., etc. T'as des gens qui vont être plus Instagram, d'autres plus newsletter, d'autres plus juste Internet. Donc tu t'adaptes à ça, ok. Mais c'est très intéressant. Mais ouais, hein. On pourrait en parler des heures. C'est Ouais. vrai. Eh ben écoutez les filles, c'était vraiment super intéressant et super enrichissant. Que ce soit à titre personnel ou même pour les gens qui vont écouter cet épisode. Je pense honnêtement que cet épisode est un banger pour parler comme les jeunes d'aujourd'hui. Les Artisan jeunes banger. d'aujourd'hui. Dans tous les cas, où est-ce qu'on peut vous retrouver toutes les deux? Je mettrai les petits liens dans la description de l'épisode, mais Vas-y, Emma. Donc sur Instagram, Acribologue du web, et j'ai une newsletter aussi qui s'appelle Intrinsèque. Voilà, vous pouvez me retrouver à ces deux endroits-là, sachant qu'Instagram c'est un peu mis en pause. Et Intrinsèque, j'y parle principalement de créativité, d'SEO et c'est à l'opposé de tout ce qui est benchmarking, disruptif et tout ça. Genre non, c'est le côté un peu plus littéraire des choses. Chloé est morte de rire, mais voilà. Pour ma part, du coup, bah, vous pouvez me retrouver sur Insta, édition Chloé, édition avec un S, Chloé, comme mon prénom, Chloé, tout simplement. Site internet du même nom et ma newsletter Club Édito, qui est une newsletter pop culture marketing. Et je vous parle de plein de trucs intéressants à mes yeux, intéressants aux yeux des gens globalement, mais que j'aime bien. Et Et sur vous notre pouvez, voilà. podcast. C'est ce que j'allais dire. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre podcast Texte entre amis sur toutes les plateformes. Voilà. eh ben écoutez les filles, encore une fois, merci beaucoup d'avoir répondu à mon Merci à invitation. toi. C'était très très Avec plaisir. chouette. Et puis C'était ma très foi, cool. On se dit à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chromatica, j'espère vraiment qu'il t'a plu. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et de laisser un commentaire ou un mot d'amour ainsi que des étoiles. C'est vraiment ce qui aide à faire connaître le podcast en plus de m'envoyer du love. On se retrouve dans le prochain épisode, mais en attendant, tu peux me suivre sur Instagram pour jeter un œil à mon travail. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à très très vite.